sommaire de cette édition, au Kenya, l'opposition s'insurge contre la volonté du parti au pouvoir de modifier en urgence la loi électorale en vue de la présidentielle du 26 octobre prochain. En Angola, Isaias Samakuva, le président de l'UNITA, a annoncé mercredi qu'il quittait ses fonctions. Cette annonce intervient après sa défaite lors des élections générales du 23 août dernier. Au Niger, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont à nouveau manifesté dans les rues de la capitale. Les meilleures conditions d'études restent la principale revendication. C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Et merci de nous préférer sur Sika pour vous informer. Au Kenya, l'opposition s'insurge contre la volonté du parti au pouvoir de modifier en urgence la loi électorale en vue de la présidentielle du 26 octobre prochain. L'opposition qui estime que ces modifications revenaient à rendre légales les irrégularités et illégalités soulevées par la Cour suprême dans son jugement a appelé à des manifestations pacifiques. L'opposition au Kenya s'est insurgée jeudi contre la volonté du parti au pouvoir de modifier en urgence la loi électorale en vue de la présidentielle du 26 octobre, organisée après l'annulation du précédent scrutin. Elle a appelé dans ce cadre à des manifestations pacifiques pour protester contre un tel projet. Le parti au pouvoir du président Uhuru Kenyatta a en effet enclenché jeudi un processus législatif accéléré pour amender la loi électorale afin d'en gommer des lacunes. Mais l'opposition de son côté estime que ces modifications ne feraient que rendre légales les irrégularités et illégalités soulevées par la Cour suprême dans son jugement. L'opposition a qualifié cette procédure d'attaque en règle contre la démocratie et la constitution du Kenya. Cette nouvelle dispute constitue une étape de plus dans le bras de fer entre pouvoir et opposition. Il faut dire que l'opposition kenyane, avec à sa tête Raila Odinga, avait posé une série de conditions à sa participation au nouveau scrutin présidentiel, dont notamment la démission de plusieurs membres de la commission électorale, une condition que le président Kenyatta balaie du revers de la main. Au Nigeria, un commissaire de police a été enlevé avec son épouse dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Il était en poste dans l'état voisin de Zamfara. L'officier a été kidnappé pendant qu'il voyageait dans sa voiture entre l'état de Katsina et celui de Kaduna. Le kidnapping a été confirmé à la BBC par plusieurs sources sécuritaires. Des derniers temps, des enlèvements se sont multipliés sur le trajet Abuja-Kaduna et dans d'autres localités. En novembre dernier, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères, Bagoudou Is, qui a été kidnappé toujours dans l'état de Kaduna. En Angola, cette fois, Isaias Samakuva, le président de l'UNITA, le principal parti d'opposition, a annoncé mercredi qu'il quittait ses fonctions. Cette annonce intervient après sa défaite lors des élections générales du 23 août dernier. L'opposant a annoncé la tenue à une date encore non précisée d'un congrès extraordinaire de son parti pour désigner son nouveau président. Le président du principal parti d'opposition angolais, l'UNITA, a annoncé mercredi qu'il quittait ses fonctions après sa défaite lors des élections générales du 23 août dernier. Cette décision n'est que la confirmation d'une promesse, car l'opposant avait affirmé aux Angolais avant et pendant la campagne électorale qu'il abandonnera le poste de président de l'UNITA après le scrutin pour servir le parti à une autre fonction. Aujourd'hui âgé de 71 ans, Isaias Samakuva a pris les rênes de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, en 2003, après la mort de son chef historique Jonas Savimbi, tué lors de combats avec l'armée angolaise. Isaias Samakuva a annoncé la tenue à une date non encore précisée d'un congrès extraordinaire de son parti pour désigner un nouveau président. L'UNITA est arrivée deuxième des élections d'août dernier en recueillant 26% des suffrages. Une élection largement remportée avec 61% des voix par le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola MPLA au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. Grâce à cette victoire, l'ex-ministre de la Défense João Lourenço
est devenu mardi le nouveau président de l'Angola. Au Cameroun, un communiqué du gouverneur des régions du Sud-Ouest, Bernard Okali Bila, a annoncé la fermeture des frontières terrestres et maritimes de la région du 29 septembre au 2 octobre. Il est également interdit dans la région durant ces 4 jours les mouvements de motos, taxis, de transport interurbain, mais aussi l'ouverture des bars et snack-bars et autres boîtes de nuit. Les rassemblements de plus de 4 personnes dans les lieux publics sont également interdits durant cette période. Dans le nord-ouest, un couvre-feu également a été décrété dans la région de Bamenda. Ces mesures concernant la région limitrophe avec le Nigeria visent à contrecarrer les manifestations annoncées par les activistes anglophones le 1er octobre prochain. La date du 1er octobre 1961 correspond en effet à la réunification de la partie du Cameroun sous tutelle de la France et celle de la tutelle britannique. Au Tchad, la population ne perçoit toujours pas le sens du nouveau décret migratoire du président américain Donald Trump qui la place sur la liste des ressortissants indésirables donc aux États-Unis. Les Tchadiens sont choqués par une telle mesure, surtout au vu du rôle important de leur pays dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad, dans le nord du Mali et également dans la région du Sahel. Visé par le nouveau décret migratoire du président américain Donald Trump, qui la place sur la liste des pays dont les ressortissants sont indésirables aux États-Unis, N'Djamena se trouve logé à la même enseigne que des adversaires déclarés des États-Unis, comme la Corée du Nord, l'Iran et le Venezuela. Une mesure assez choquante pour les Tchadiens, même si Washington évoque un manque de coopération de N'Djamena dans la lutte antiterroriste. Ce n'est pas une bonne décision, dans la mesure où, avec cette décision, le président Donald Trump minimise les efforts du Tchad en matière de lutte contre le terrorisme. Si nous essayons de regarder un peu l'Afrique de manière générale, c'est le Tchad qui est le premier à vraiment perdre en ressources humaines, matérielles, financières. J'étais un peu surpris quand j'avais écouté ce décret. Le Tchad, c'est un pays qui lutte d'abord contre le terrorisme au Sahel. Et subitement, le Tchad est mis aussi sur la liste des pays qui ne doivent pas aller aux États-Unis d'Amérique. Ça me surprend un peu parce que depuis que les gens sont en train de crier partout des djihadistes, personne n'a cité le Tchad un jour. Le président tchadien Idriss Déby Itno a bénéficié mercredi du soutien de l'Union africaine qui a exprimé sa perplexité face à cette mesure qu'elle juge injuste contre N'Djamena. La France a également fait part de sa surprise face au décret américain et espère une solution rapide entre les deux pays contre cette interdiction. La décision a également fait des remous jusqu'aux États-Unis. Des officiels du Pentagone, du département d'État ainsi que des diplomates en poste au Tchad s'y sont opposés au nom des intérêts américains. En République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé avoir nettoyé de toute présence rebelle la ville d'Ouvira dans l'est du pays où des combats ont opposé jeudi l'armée à des miliciens Maïmaï. La MONUSCO, de son côté, a dit avoir déployé des troupes afin de dissuader toute attaque contre la ville et éviter l'escalade du conflit. Le gouvernement congolais a annoncé jeudi avoir nettoyé de toute présence rebelle la ville d'Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo, où des combats ont opposé jeudi l'armée à des miliciens. Selon le gouvernement, l'armée a également procédé à un ratissage méticuleux dans un village situé à une quinzaine de kilomètres plus loin. En effet, des combats à l'arme lourde entre l'armée congolaise et des miliciens Maïmaï ont eu lieu dans cette ville située à la frontière du Burundi. Aucun bilan de ces affrontements n'était disponible dans la soirée de jeudi. Déjà mercredi, des hommes armés avaient tenté d'attaquer Uvira avant d'être mis en déroute par les forces armées congolaises. La MONUSCO a pour sa part annoncé mercredi un déploiement de casques bleus sur le terrain afin de dissuader toute attaque contre la ville et éviter l'escalade du conflit. Les miliciens Maïmaï avaient promis de marcher sur Uvira
après avoir pris dimanche le contrôle d'un boko. Lundi dernier, leur chef William Yakutumba, un ancien officier, a affirmé dans un enregistrement audio vouloir chasser le président Joseph Kabila du pouvoir. Au Niger, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont à nouveau manifesté dans les rues de la capitale. Leur nouvelle méthode consiste à bloquer les voies avec les bus de transport d'étudiants pour du moins se faire entendre. Suivez donc le reportage de notre correspondant sur place, Abdoul Mahamadou, pour plus de précisions. Lassés d'attendre des promesses du gouvernement qui, au fil des jours, semblent devenir un mirage, les étudiants de l'université de Niamey sont à nouveau sortis dans les rues de la capitale. Ce mercredi, aux alentours de 13h-14h, ils ont, avec les bus de transport d'étudiants, bloqué les axes menant au palais de la présidence ainsi que les ministères de l'enseignement supérieur et celui des finances qui sont face à face. Un mouvement pour dénoncer le retard de paiement des arriérés de bourse et la non-restauration des étudiants alors que les activités académiques ont repris depuis le début du mois de septembre. À Abdou Moumouni, nous avions 6 mois d'arriérés de bourse. Alors qu'après le 10 avril, le gouvernement s'est engagé solennellement à pouvoir décanter toutes ces situations liées aux arriérés de bourse. Malheureusement, à l'épreuve des faits, nous constatons que la situation s'est davantage empirée. Deuxième aspect, et la chose qui est la plus pire et inconcevable pour un gouvernement, c'est une honte que nous avions du mal aujourd'hui à exprimer sur les médias parce que le gouvernement à l'heure actuelle est incapable d'assurer la restauration aux étudiants. Depuis un mois, les activités académiques ont repris. Mais malheureusement, en même temps, les bourses ne sont pas payées, en même temps, le restaurant de l'université n'est pas encore opérationnel. Après le sitting et le meeting tenu devant le ministère de tutelle, les étudiants sont rentrés à la cité universitaire avec la détermination de radicaliser le mouvement dès la semaine prochaine si toutefois le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Restez câblés ici car l'actualité se poursuit. Quant à nous, on vous donne rendez-vous pour très bientôt car c'est la fin de cette édition.